Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Vous êtes sur Yenge Yenge TV et mon nom à moi c'est Nkosi, l'Africain au pays des Cherokees. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de conscience historique et pour cela, j'ai jugé très intelligent, très nécessaire d'inviter un frère, un docteur qui est à Kama central. Dans notre jargon, c'est comme ça qu'on appelle l'Afrique. Kama central, donc l'Afrique centrale qui est au niveau de Douala. Donc, nous allons discuter, il va nous éclaircir, il va nous apporter des précisions, il va éclairer notre lanterne parce que je pense que ce sont toutes des choses qui sont bonnes à savoir. Et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, hier aussi j'avais un live, mais il n'était pas sur Facebook. Et je pense que la dernière fois, j'ai dit à ceux qui veulent bien suivre ma chaîne que tous mes lives ne seront pas diffusés sur Facebook. Donc, si vous l'avez manqué, allez sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous si vous voulez voir ce live. Donc, j'aimerais aussi remercier tous les frères, toutes les sœurs qui me soutiennent, ça fait plaisir. Je remercie aussi ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Bienvenue sur Yenge Yenge TV. Donc, sans plus tarder, on va faire venir le docteur Moubeke. Dans l'ensemble, je vais bien. La semaine s'est bien passée. J'ai eu 2 conférences, comme je vous disais tout à l'heure. Et la plus importante de ces 2 conférences, c'était celle portant sur l'éducation dans les sociétés traditionnelles d'Afrique avant la colonisation. Et c'était à l'Institut pour l'éducation de la promotion de l'éducation en Afrique à Genève. C'était par visioconférence, comme cette intervention. Donc, je pense que ça va, rien à signaler. Ok, donc aujourd'hui, on va parler d'un thème bien précis qui est la conscience historique. Ouais. Je pense que c'est un thème qui est abordé dans tous les sens. Peut-être qu'on n'en saisit pas vraiment les réalités ou tout simplement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, docteur Moubeke, moi, ma première question, c'est qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, on doit comprendre, on doit entendre quand on parle de conscience historique? OK. Disons que de manière basique, la conscience historique est cette attitude qu'un peuple doit avoir en tant que peuple indépendant, apte à se prendre en main et à conduire sa destinée en se considérant comme étant son propre centre. Vous avez donc compris que, présenté de manière basique comme ça, la conscience historique est au service de l'indépendance et de l'initiative historique. Et la conscience historique a 3 articulations. C'est la conscience d'un passé, c'est-à-dire en termes, d'histoire et de legs, parce que ça ne se limite pas à l'histoire. Tu es un descendant, tu as eu des ancêtres qui ont vécu avant toi. Qu'est-ce que tu as gardé de tes ancêtres? Puisque tu es un continuateur, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce que tu as gardé de tes ancêtres? C'est cette conscience-là, cet héritage que tu as gardé de tes ancêtres, que ce soit du point de vue individuel ou du point de vue collectif, en termes d'articulation de la cité, des empires. Notamment, nous avons donc la conscience que nous sommes issus d'une civilisation glorieuse au regard du legs que nous avons dans tous les domaines et de la construction, de la structuration de la vie politique à travers l'Afrique impériale. C'est dans cette conscience, cette histoire, cet héritage que nous devons avoir. C'est le premier pan de la conscience historique. Le second pan de la conscience historique, c'est la conscience du présent. C'est-à-dire, nous devons être conscients qu'en Afrique noire, nous sommes un seul et même peuple, malgré les diversités de façades. Et en prenant conscience que nous sommes un seul et même peuple, nous serons plus attentifs à accepter l'autre, c'est-à-dire notre frère. Je suis camerounais, tu es gabonais, il est tchadien, il est nigérian. Ça, ce sont les divisions de façade créées par le colon. Parce que dans les processus historiques, l'homme étant né au niveau de la région des Grands Lacs a
connu des vagues d'émigration par lesquelles il a peuplé le reste du continent. C'est pour cela qu'on va vous dire, par exemple, que les Pygmées sont les premiers habitants de la forêt. Nous sommes donc un seul et même peuple issu de l'homme originel qui est venu des Grands Lacs. Et les multiples langues que nous avons, ou alors les multiples cultures que nous avons, ne sont que la diversité d'une même réalité. Nous sommes un seul et même peuple. Ça, c'est le deuxième pan de la conscience historique. Le troisième pan de la conscience historique, c'est ce vers quoi nous devons tendre. Quand on dit de manière basique, on dit, bon, pour nous les négro-africains, nous devons tendre vers la constitution d'un État fédéral africain. Mais ce n'est pas l'État fédéral africain en tant que tel qui est la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est l'indépendance et la liberté. Puisque depuis que nous avons été colonisés, avant même la colonisation, avec le système de la plantation, qui est le système de l'esclavage, nous avons perdu l'initiative historique. D'accord? Nous sommes devenus la remorque de l'Occident. L'Occident est comme notre soleil. Nous sommes les planètes qui tournent autour du soleil. Il est donc question que nous redevenons notre propre soleil. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'enjeu. Très bien. C'est ce à quoi nous sert la construction d'un État fédéral africain. Fonder un pouvoir souverain et indépendant. Parce que sans indépendance, sans souveraineté, on ne peut pas parler de liberté. Nous ne sommes pas libres, mon frère. On ne peut être libre que parce que nous pouvons payer le prix de cette liberté. Quand l'autre nous attaque, c'est pot de fer contre pot de fer. Et ça, vous comprenez un peu. Nous devons donc tendre vers cette entité continentale, qui est le troisième pan de la conscience historique, qui nous permet en réalité, alors qui n'est qu'un prétexte, parce que ce n'est pas la finalité, c'est le prétexte pour notre indépendance, l'indépendance qui est au service même de notre liberté et du plein épanouissement de l'homme en tant qu'Africain. Donc, la conscience historique, c'est la conscience du passé, l'héritage de nos ancêtres dans tous les domaines, la conscience du présent. Nous sommes un seul et même peuple, malgré la diversité des passages, de nations nègres et culture, de Cheikh Anta Diop, et la conscience d'un futur commun vers l'État continental, l'État fédéral africain, mais qui est au service de l'indépendance, de la puissance et de la liberté des peuples négro-africains. Ce n'est que par là que nous pouvons gagner notre place que nous avons perdue et reprendre l'initiative historique. Donc voilà en deux mots ce qu'il faut entendre par conscience historique. Ouais, ça s'entend très bien. Maintenant, docteur Mobeke, moi, ouais. je vais vous donner un exemple. Oui. Moi, je suis musulman. Oui. Parce que vous avez parlé qu'en fait, c'est un seul peuple. Oui. Tous sortis de la région des Grands Lacs. Oui. Moi, je suis musulman. Je ne reconnais pas cette unité. Ça, c'est déjà en termes peut-être spirituels. Mais quand je regarde mes origines, je suis Peul, par exemple. Oui. Et je ne me retrouve pas dans le Zoulou de l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même langue, nous n'avons pas les mêmes manières. Comment vous pouvez dire que je suis connecté au Zoulou d'Afrique du Sud? En réalité, si tu es Peul et que tu es musulman aujourd'hui, tu n'as pas toujours été musulman, n'est-ce pas? Avant pratiquement le 7e siècle, entre le 7e siècle et pratiquement le 15e siècle, c'est l'entrée des Arabes et la colonisation du nord de l'Afrique. Avant l'arrivée des Arabes, mon cher Peul, que tu es, je te dirais que tu es une société aussi animiste que le Zoulou d'Afrique du Sud, ou alors le Manding, de l'Empire Manding, ou alors le Soninké, le Boulou, le Bafia, le Douala. Est-ce que vous comprenez un peu? Avant la colonisation arabe, ça veut dire que si tu es Peul, il faut d'abord reconnaître quelle est ton identité en tant que Peul avant la colonisation arabe, au-delà de la colonisation arabe. Parce qu'il s'agit de la première colonisation. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce n'est pas pour dire qu'il faut cesser d'être musulman. Ça, c'est un travail de fond qu'on doit faire. Puisqu'en réalité, il faut réécrire toute la théologie africaine. Parce qu'on ne peut pas adhérer à une théologie qui nous insulte. Aucun peuple ne le ferait. Et nous sommes le seul peuple où on écrit dans le livre saint, le Coran, que le noir doit être esclave de ses frères. Nous, on adhère parce qu'on veut être esclave de nos frères. Est-ce que vous comprenez un peu? On écrit dans le christianisme que, bon, du fait de la malédiction de Cham, Canaan a été maudit,
Et de là, les Noirs ont été maudits. Non, on accepte, on adhère. On ne peut pas adhérer à une religion qui nous insulte. C'est pour ça qu'il faut réécrire la théologie africaine. Parce que la religion, c'est le lieu de retraite, c'est-à-dire de communion entre l'être et son absolu. Ce n'est pas le lieu de l'insulte, du dénigrement. Tout à fait. Donc, ça veut donc dire que si tu retrouves d'abord ta nature première, qui est d'être Peul, tu vas trouver que dans la société Peul, et là je prends l'exemple de l'un des têtes des sommités de l'érudit Peul, Amadou Ampateba, aspect de la civilisation africaine, où il nous redonne l'image de l'homme Peul, notamment le paradigme de la justice transcendantale qui régnait chez les Peuls avant l'arrivée des musulmans. Et vous allez donc comprendre que si vous retrouvez votre nature première avant la colonisation islamique, vous allez vous sentir Zoulou, plus Zoulou même que les Zoulous eux-mêmes, à travers le culte de nos ancêtres. Je pense que j'ai essayé de répondre à votre question. Tout à fait. Et on va revenir un peu à cette conscience historique. Oui. Nous, en tant que négro-africains, oui. Quelle est la démarche à suivre pour retrouver en fait cette conscience historique? Parce qu'on est bien d'accord, docteur Moubeke, que nous agissons dans nos comportements, dans notre façon de faire, dans notre façon de nous déployer. Il est clair que nous n'avons pas cette conscience historique. Oui. Donc, comment nous, en tant qu'individus, en tant que négro-africains, peut-on retrouver cette conscience historique afin d'activer l'initiative historique? Parce que ça, c'est quelque chose aussi de différent. OK. Pour savoir ce qu'il faut faire pour retrouver la conscience historique, il faut d'abord partir du constat de ce qui nous est arrivé. Si vous comprenez ce qui nous est arrivé, vous allez trouver la thérapie pour sortir de là. Il se trouve que depuis que l'homme existe sur la terre, jusqu'à la destitution de l'empire égyptien par, Alexandre le Grand, l'installation sur le trône d'Égypte de la dynastie des Ptolémées, la prise de l'Égypte par les Romains, puis les Perses et, les croisés arabes, n'est-ce pas? L'homme africain avait la maîtrise de son rapport à l'existence, de son rapport au monde, de son propre destin. Une fois que l'Égypte a été destituée, les populations vont s'éparpiller partout dans le continent. Ce n'est pas que l'Égypte. Ça va commencer d'abord, avant d'arriver en Égypte, ils vont d'abord prendre une province égyptienne qui est Canaan, ce qu'on appelle la Phénicie. La reine cananéenne va fuir pour fonder la civilisation de Carthage, au niveau du nord de l'Afrique. C'est les Phéniciens, la reine qui a été chassée de Canaan, qui vient dans le nord de l'Afrique et fonde Carthage. Ces civilisations vont prospérer, notamment avec la civilisation du Ghana, qui résulte en réalité de l'Égypte. Quand on parle de l'empire du Ghana, du Mali, on vous dit qu'il s'agit des hégémonies soudanaises. D'accord? Nous sommes là toujours dans les peuples soudanais. Nous sommes tous issus de là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'Afrique de l'Ouest, etc. Et même l'Afrique du Centre. À un moment où vous voulez donc vous reconstituer, voilà les gens qui arrivent à travers la mer, bombardent la côte, c'est la débandade partout, ils attrapent les gens et les amènent aux Amériques. C'est le système de la plantation, l'esclavage. Et dans ce système, on vous apprend que vous n'êtes personne et que pour devenir un homme, vous devez adhérer au Christ et renoncer à vos schèmes de pensée. Vous devenez des petits blancs, vous êtes baptisés. Vous êtes des choses, comme vous baptisez, que vous devenez une chose baptisée, vous n'êtes même pas un homme. Vous travaillez dans les plantations, etc. On vous enseigne le désamour de vous-même. Ceci étant, le monde évoluant après la révolution industrielle, on revient vous coloniser, vous qui êtes restés sur le continent. On vous recolonise en vous enseignant que rien de bon ne sort de chez vous. Votre pensée, ce n'est pas la pensée. Votre spiritualité, ce n'est pas la spiritualité. Ça ne peut vous amener nulle part, c'est la sorcellerie. Vos arts, c'est des arts primitifs, puisque vous n'avez pas de raison. Bref, rien de bon ne sort de chez vous. Vous devez tous devenir des petits blancs. Et on met donc en place une théologie qui va faire de vous des petits blancs, une école qui va faire de vous des petits blancs, des systèmes de pensée, des concepts, des méthodologies qui vont vous amener à ce présupposé civilisateur. Et c'est dans cet environnement que vous grandissez et que vous formez même vos intellectuels. Pire encore, vous prenez ceux qui sont là pour vous dominer, vous prenez votre élite intellectuelle, vous demandez que cela vous forme, l'élite intellectuelle, à travers ce qu'on va appeler les écoles confessionnelles, à prédominance
des prêtres bretons. Et vous savez qui sont les prêtres bretons dans le domaine de la disqualification des sociétés africaines et de la négrophobie. Et c'est eux qui vont former vos élites qui vont vous diriger. On arrive dans cette situation où nous ne sommes plus ni africains, ni européens, mais nous sommes des êtres hybrides qui se baladent, un peu des errants cosmiques. D'accord? On ne maîtrise plus rien. Il y a les deux guerres qui arrivent. Après, on dit on accède aux indépendances. On se bat, on accède aux indépendances. Et lorsque les indépendances arrivent, on ne prend pas le temps de décoloniser tout ce que le blanc a mis en place comme structure de domination. L'indépendance en Afrique a consisté à dire le blanc est parti, moi je prends sa place. On ne décolonise rien. L'école n'est pas décolonisée. La culture n'est pas décolonisée. La spiritualité n'est pas décolonisée. Rien n'est décolonisé. La religion même n'est pas décolonisée. On vit dans cet univers que le blanc a fabriqué chez nous. C'est-à-dire, Dieu a fabriqué un monde pour nous. Nos ancêtres l'ont articulé. Le blanc a balayé ça d'un revers de la main. Il a fabriqué son monde dans lequel nous vivons. Et le travail à faire, c'est quoi? C'est réapprendre par nous-mêmes, déconstruire ce qu'on a appris du blanc, réapprendre notre histoire, notre culture, comprendre que ce n'est pas de la sorcellerie, Dieu ne nous a jamais tourné le dos. D'accord? Une fois qu'on a donc réappris tout ça, on commence donc à dire, on ne va plus courir derrière les gens, on va vivre comme un peuple capable d'historicité, on va prendre notre destin en main et on va s'arranger à ce que demain, plus personne ne mette les pieds sur ce continent pour venir nous dominer. Puisque jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait qu'on dise que nous sommes indépendants, nous ne le sommes pas. Juste pour vous prendre un exemple simple, quelle lecture faites-vous de ce qui se passe actuellement au Mozambique, au Cameroun, au Nigeria, au Mali, en Côte d'Ivoire? On vous dit, oh, les terroristes ont attaqué, les djihadistes ont fait ceci. Mais ne lisez jamais ces éléments de manière séparée. Si vous séparez ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe dans la zone anglophone du Cameroun, de ce qui se passe au nord du Cameroun, à travers Boko Haram, de ce qui se passe au Nigeria, au Niger, au Mali, à travers Al-Qaïda et autres, de ce qui se passe au Mozambique, vous allez faire une lecture faussée. Il s'agit là d'une conquête, d'une reconquête de l'Afrique à travers ce qu'on va appeler la théorie du chaos constructif. Comme on ne peut plus revenir, puisque le système international, il y a les Nations Unies, sauf à détruire complètement le système international et ils n'ont pas intérêt à le détruire, comment recoloniser dans l'Afrique? On recolonise l'Afrique en semant le chaos partout pour continuer à piller les richesses ad vitam aeternam, tout en enseignant aux Africains que vous n'êtes personne, vous êtes un peuple pauvre et c'est nous qui venons vous aider alors qu'on puise toute la richesse chez vous. En réalité, voilà ce qui nous est arrivé. Il faut donc déconstruire tout ce système. D'un point de vue des cursus, de la conception même de nos programmes scolaires, il faut déconstruire à la fois l'épistémologie des connaissances, c'est-à-dire toute la théorie par laquelle nous pensons. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut déconstruire la méthodologie. Il faut refonder une nouvelle conception de la science en rapport avec nous-mêmes. Il faut prendre discipline par discipline. Une fois qu'on a déconstruit l'épistémologie générale, déconstruire et reterritorialiser ces sciences en prenant en compte les intérêts premiers du continent. La même chose en théologie, la même chose en économie, c'est la même bataille partout. Et cette bataille va nous conduire à devenir notre propre soleil. Je vais vous prendre un exemple simple. Prenons le cas des Chinois. Lorsque les Chinois font de la philosophie, vous pensez qu'ils étudient qui? Emmanuel Kant, Jean-Paul Sartre, Pythagore, Thalès et autres? Mais que non, ils ont leurs propres philosophes. Prenons même le cas des Coréens. Lorsqu'ils font de la littérature, ils disent ils sont dans le classicisme, ils étudient les classiques. Pensez-vous qu'ils vont étudier qui? Ils vont étudier Voltaire, Molière, Victor Hugo. On ne dit pas que ces gens ont du talent, mais ils ont du talent pour les Français, pas pour les Coréens, pas pour les Japonais, pas pour les Chinois. Ils ont leur propre classique. Je prends juste cet exemple pour vous montrer qu'on doit décoloniser. Par exemple, on parlait de littérature négro-africaine. Par littérature négro-africaine, aujourd'hui, on entend les auteurs africains qui écrivent en français.
C'est-à-dire la littérature négro-africaine, même en tant que littérature, système de littérature, qui prend pour objet d'étude la tradition orale africaine, ça n'existe pas. Il faut donc décoloniser. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut décoloniser donc tout ça. C'est juste un exemple que j'ai pris pour vous montrer quel est le chemin à suivre pour y arriver. Et ce qu'on fait là, c'est pas seulement... Les gens peuvent croire que c'est de l'idéologie. Il ne s'agit pas de l'idéologie. Il s'agit de répondre à cette question. Nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, puisque nous sommes colonisés, je vous ai dit que la colonisation même c'est maintenant. Oui. Est-ce que nous serons ceux qui vont rompre les liens de domination ou alors nous allons accepter que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants continuent à travailler pour un système qui les rend esclaves? Et je vais chuter en prenant un exemple concret. Prenons le cas de la Chine. L'homme qui a instauré la rupture après l'humiliation, les traités inégaux en Chine, c'est Mao Tse-tung. Savez-vous ce que Mao Tse-tung a fait? Au-delà de la révolution culturelle dont on passe le temps à scander ou à déclamer, Mao Tse-tung, pendant la période de la grande famine en Chine, qui a fait plus de 3 millions de morts, Mao Tse-tung s'est attelé à donner à la Chine deux choses. Un, la puissance, deux, la culture. La révolution culturelle, pendant la révolution culturelle, au même moment, il a développé quoi? L'arme atomique. Un peuple conscient de ces réalités doit aussi avoir les moyens de se défendre. À partir du moment où la Chine a réuni ces deux éléments, la puissance militaire avec l'arme atomique, personne ne pouvait attaquer la Chine. La Chine a fait sa révolution culturelle, la Chine ne pouvait que émerger. Voilà les conditions de l'émergence. La Chine est devenue un pot de fer. Même les États-Unis ne pouvaient pas attaquer la Chine. Aujourd'hui, qui peut attaquer la Corée du Nord? Si la Corée du Nord sort de l'embargo, parce que la seule chose qui handicape la Corée du Nord, c'est l'embargo, c'est que la Corée du Nord serait peut-être la troisième puissance du monde. Et ça, il faut qu'on se comprenne très bien. C'est ça le sens de mon propos. Oui, on est très d'accord là-dessus. Donc, c'est juste cet exemple que je voulais prendre pour qu'on se comprenne. Et je ne sais pas si tu vas rebondir. Non, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que... Donc, je vais faire juste un petit résumé. Cette conscience historique, c'est se mettre dans la tête on est capable. Être capable. Être capable, oui. Oui. Non, ce n'est pas ça le résumé. Le résumé, c'est la conscience historique n'est pas une finalité en soi. En soi, ok. D'accord? J'ai décliné les trois pendants de la conscience historique. La conscience du passé, pour exhumer l'héritage des Africains dans tous les domaines de la vie. Si vous êtes médecin, c'est quoi l'héritage des Africains dans le domaine de la médecine? De la médecine, par exemple. Ouais. Si vous êtes musicien, c'est quoi l'héritage? Les instruments de musique en Afrique noire. Tout ce qu'on a comme bagage dans ce domaine. Si vous êtes juriste, quel est le paradigme de régulation de l'Afrique noire? C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si vous êtes mathématicien, savez-vous que les mathématiques sont nées en Afrique, notamment avec la géométrie dans la grotte de Blombos, l'arithmétique avec l'os du Shango et autres? Que retenez-vous de cet héritage? Une fois qu'on a donné cette conscience du passé, on prend la conscience du présent, que nous sommes un seul et même peuple. Il faut donc dépasser les frontières issues, héritées de la colonisation. N'est-ce pas? Pour se penser comme peuple capable d'historicité, c'est-à-dire un peuple qui doit reprendre l'initiative historique, se définir un destin. On va donc tendre vers l'État fédéral africain, qui est la conscience du futur. Et je vous ai dit que l'État fédéral africain, en tant que conscience du futur, n'est pas la finalité en soi. La finalité, c'est quoi? Construire une puissance pour rendre les Africains indépendants et donc libres. Il n'y a pas de liberté sans indépendance, que personne ne vous ment. Nous ne sommes pas libres en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, nos opinions même sont dictées, nos pensées orientées. Orientées par quoi? Par le matraquage médiatique, mais aussi même par le cursus par lequel nous passons, parce que même le cursus est colonisé. L'épistémologie des connaissances est colonisée. Orientée par quoi? Par la liturgie que nous recevons des religions dites du livre, qui nous amène à penser contre nous-mêmes, en disant que nous sommes maudits. C'est ça qui nous inculque donc les réflexes d'infériorité et les complexes de subordination. Ça fait que lorsque tu te retrouves face à un Français, tu penses que tu n'es pas un homme comme il faut. Le blanc est plus intelligent que le noir, mais c'est écrit où ça? Il faut qu'on sorte de là. Maintenant, donc,
En sortant de là, donc, on va acquérir ce qu'on appelle l'indépendance, la conscience historique au service de l'indépendance pour la liberté. Une fois que nous sommes donc libres, pour nous rassurer que personne ne mettra plus les pieds sur ce continent pour venir nous coloniser, on se dotait de la puissance. Parce que l'Occident ne comprend qu'un seul langage, le langage de la puissance. C'est pour ça que pendant la révolution culturelle, Mao avait pour ambition de rendre la Chine libre, mais il fallait l'arme nucléaire pour garantir l'indépendance de la nation. C'est pour ça que les Chinois sont libres. Les États-Unis parlent, ils répondent. Tu as déjà vu un président africain répondre quand les États-Unis parlent? On vient tuer Kadhafi, personne ne parle. On enlève Gbagbo du pouvoir, personne ne parle. Jusqu'à ce qu'on va lever tout le monde. Donc, il est donc urgent qu'on parle de la conscience historique, de l'indépendance et de la liberté. Parce que je vous ai dit que la conscience historique est au service de l'indépendance. L'indépendance pour retrouver l'initiative historique qui nous rendra libres. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Ok, ça s'entend très bien et ça se comprend. J'espère que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent actuellement comprennent toutes ces choses-là parce que le docteur Moubeke l'a très bien expliqué. Docteur Moubeke, oui. Moi je vais faire celui qui est du mauvais côté, celui qui ne comprend pas ces choses-là. Oui. Je dirais, ben non, docteur Moubeke, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que nous devons compétir dans ce monde capitaliste. Nous devons être en compétition. Si les autres sont forts, c'est tout simplement parce qu'ils sont plus compétitifs. Et nous ne sommes pas compétitifs. OK. Nous devons compétir dans ce monde. Les autres sont forts parce qu'ils sont compétitifs. Prenons l'exemple des Chinois, puisque j'ai parlé de la Chine tout à l'heure. N'est-ce pas? Voilà un peuple qui a connu la domination occidentale comme nous. Mais un peuple qui, après, est retourné aux sources. Un peuple qui, lorsqu'il part à l'école, il ne récite pas Platon, il ne récite pas Emmanuel Kant, donc il ne pense pas par emprunt. Il a pour fondement la philosophie chinoise. Un peuple qui croit à Confucius. Docteur Moubeke. Oui, mais parce que ça conditionne la pensée. Il faut redire ça. Un peuple qui ne pense pas par emprunt. J'aimerais que vous appuyiez ça. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que chez nous en Afrique noire, lorsqu'on pense, on dit que, bon, comme disait Socrate, comme disait Emmanuel Kant, comme disait Jean-Paul Sartre, tu sais ce que nous cherchons là? Nous cherchons la caution intellectuelle. Parce qu'on nous a même ôté la faculté de penser par nous-mêmes. C'est de ça qu'il est question. Quand les autres font de la littérature, ils étudient la littérature chinoise proprement dit. Ils étudient les philosophes chinois. Ils font des mathématiques. Ils commencent d'abord. Puisque les mathématiques, ce n'est pas l'Occident qui est parti avec les mathématiques en Chine. Les Chinois connaissaient les mathématiques avant les Occidentaux. Comme les Africains connaissaient les mathématiques avant les Chinois. Ils font des mathématiques dans leur propre langue. Ils peuvent donc rationaliser. Ils peuvent donc penser parce qu'ils pensent même dans leur propre langue. Mais chez vous, on vous éduque de manière à n'être personne, à vous renoncer à ce que vous êtes. Vous devez d'abord faire l'effort de sortir de votre inhumanité d'Africain pour devenir des petits blancs. Maintenant, commencez à penser comme des petits blancs pour compétir encore avec les blancs. Est-ce que vous comprenez un peu quel est le problème? Tout à fait. En réalité, les deux sont pipés depuis la base. Et on ne peut pas être compétitif. Pourquoi? Au-delà du système scolaire, le système scolaire n'est qu'un point. Parce que chez nous, il n'y a pas de patronat. Le patronat chez nous, c'est le patronat, c'est ce qui représente le patronat, par exemple au Cameroun, quand on te parle de patronat. Mais c'est les mêmes entreprises du CAC 40 qui détiennent l'économie camerounaise. Il n'y a pas de patronat camerounais, par exemple. Bon, le Cameroun va compétir avec quoi? Parce qu'ils ont pris possession de nos économies à travers les ajustements structurels. Ils ont berné l'élite, et comme l'élite est dans la franc-maçonnerie, vous savez que c'est aussi ça le problème de nos États. On les copte dans la franc-maçonnerie, donc déjà l'éducation est déjà biaisée, ils sont mal formés. Après, on les copte dans la franc-maçonnerie, ils pensent que leurs copains, c'est les blancs, et que les noirs qui sont là peuvent mourir dans les ghettos. Ils prennent toutes les matières premières. Ce sont après les indépendances, on exporte les billes de bois, et vous voulez être compétitif comment? Mais il faut d'abord décoloniser dans la tête même. Si on décolonise dans la tête, on sera compétitif à moins de 10 ans. C'est de ça qu'il est question. Et la finalité n'est même pas la compétition. La finalité, c'est que le peuple doit être libre et évoluer à son rythme.
Parce que voilà aussi un autre leurre, le développement, l'émergence, tous ces, comment dire, tous ces mythologies que l'Occident crée pour nous embrouiller. La toute première chose des sociétés, comment dire, la toute première nécessité des sociétés humaines, c'est d'exister en tant qu'homme. Tout à fait. C'est-à-dire exister par soi-même, marcher par ses deux pieds. Mais c'est ce que nous avons perdu depuis. C'est ce qu'il faut d'abord reconquérir. Et pour reconquérir ça, ce n'est pas seulement les discours. Il faut aussi mettre sur pied les contre-structures. Comme il y a un centre culturel français, dans chaque ville, il doit y avoir un centre culturel. Par exemple, chez à Douala, il y a un centre culturel Douala. Il y a un centre culturel, je ne sais pas, Eondo. Il y a un centre culturel de tel peuple, partout, chez nous-mêmes. Parce que nos enfants vont dans le centre culturel français, ils vont dans le Goethe Institute, ils vont, comment dire, au British Council pour apprendre à être aliéné de nouveau, en fait. En croyant que c'est en parlant anglais qu'on va devenir, comment dire, illettré. Mais les Chinois, les Iraniens, ils envoient les fusées dans l'espace, aucun ne parle le français. Mais ça veut dire qu'on dit que les illettrés envoient les fusées dans l'espace. La science est universelle. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Ouais, ça c'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est bien dit. Il faut donc mettre sur pied les contre-structures, les lieux de mémoire où les Africains vont se ressourcer. Et au besoin même, réarticuler la théologie fondamentale africaine, créer des centres, c'est-à-dire des temples, je dis bien des temples et des prêtres pour ça. Parce que, je vais vous rappeler quelque chose. Dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un. Quand je lui parlais, j'ai critiqué un peu la religion, il m'a dit que mais ça veut dire que tu ne crois plus en Dieu, hein? Comme tu dis que tu ne crois plus à... Ça m'a amusé un peu. Vous savez pourquoi ça m'a amusé? Quand ça m'a amusé, j'ai pris le livre des livres. Le livre là, on appelle la Bible. On a ouvert le livre de la Genèse pour lire l'arrivée d'Abraham à Canaan. Et dans ce livre, on a lu que en arrivant à Canaan, Canaan qui est une province égyptienne, je dois le rappeler. C'est-à-dire chez les Noirs. Chez les Noirs, ouais. Voilà. En arrivant à Canaan, Abraham est reçu par un prêtre cananéen qui l'a introduit dans le temple de Bel-Amon, le Dieu unique. Ça veut dire trois choses. Un, le père de l'Église a trouvé les temples, c'est les Noirs. Le père de l'Église a trouvé les prêtres. Le père de l'Église a trouvé la croyance de Dieu unique. Ça veut dire que l'Église n'a rien créé de tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que les Africains doivent rebâtir les temples des croyances africaines en Afrique. C'est la meilleure façon de combattre les religions du livre qui viennent asservir et qui assassinent les gens. Les gens qui meurent partout là, au nom de Allah, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a pris possession, comment dire, du mental des Africains dans les religions du livre. Et c'est à dire ça, c'est pour nous dominer. Je vais prendre un autre exemple. Pour nous faire accepter la domination, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé la colonne vertébrale de notre société, qui était la spiritualité, comment dire, en isolant la sphère politique du pouvoir du chef, de la sacralité. On a coupé la redevabilité ancestrale. On a introduit le baptême, on a introduit d'abord le catéchiste, puis le pasteur. Le chef est devenu rien. On pouvait maintenant faire de lui un simple Tchinda de l'administration. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant qu'ils s'établissent donc, ils vous enseignent que dans ce temple, tout ce qui vient de chez vous est mauvais. Il faut donc renoncer à tout ça pour aller vers le chez eux. Ça, c'était pour construire la domination. Mais ce qui va se passer est plus grave que ça. Nous allons prendre nos enfants, nous allons confier à ces gens dans les écoles coraniques. Les États africains ne contrôlent pas ces écoles. Du matin au soir, les enfants chantent les sourates et autres. Je ne sais pas comment les appeler. Sans aucun contrôle. Maintenant qu'on a déjà endoctriné ces enfants, ils prennent les armes, ils reviennent tuer les populations. Vous êtes étonnés. Et quand vous voyez les Chinois contrôler le culte musulman chez eux, détruire les églises chrétiennes chez eux, n'est-ce pas? Vous pensez qu'eux, ils détestent Dieu. Ou que ce sont des dictateurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu n'a rien à voir là-dedans. Nous sommes dans la géopolitique des religions. Comment embasser et dominer les autres peuples par la religion? En réalité, c'est de ça qu'il est question. Comme nous avons laissé faire, le verre est déjà dans le fruit. Nos enfants ont été endoctrinés. Et demain, ne soyez pas étonnés que les chrétiens en fassent pareil. Vous savez, à la fin de la guerre froide, lorsque
l'Empire soviétique s'effondre, il se pose une question fondamentale en Occident. Comment faire pour maintenir l'Afrique ad vitam aeternam dans le giron occidental? Ils vont répondre, comme les Romains, il faut donner un Dieu à l'Afrique. Or, il y a déjà le catholicisme qui est là, avec les, comment dire, les protestants. J'allais parler des hérétiques, mais en réalité, c'est comme ça que les catholiques appelaient les protestants jusqu'au XVIIe siècle, les hérétiques. Puis ils avaient contesté la doctrine dominante, quoi. Puis chez les chrétiens, c'est ça, dès que tu contestes, tu es hérétique. Les protestants s'appelaient protestants, mais les catholiques les appelaient les hérétiques. Il y a les hérétiques, donc, et les catholiques. Mais ils se rendent compte que la foi dans ces deux religions de base, on peut encore ajouter les témoins, s'émousse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Nord-Américains vont créer ce qu'on appelle le néo-protestantisme, c'est-à-dire les églises de réveil. C'est la CIA qui va financer ces églises. C'est pour ça que tous les fondateurs sont nord-américains. Pour les introduire en Afrique, pour qu'ils prêchent Christ, même s'ils prêchent mal, ils doivent prêcher Christ pour que l'Afrique reste dans le giron occidental. Et vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Quand on parle de ça, les gens pensent que c'est un jeu. Oui, mais les gens croient qu'on délire, en fait. Les gens croient qu'on délire. Quand je me souviens à l'époque, j'avais fait un live, je sais pas, je disais même que tous ces mouvements-là, église de réveil, il faut toujours regarder qui finance. Je vous dis que c'est la CIA, qui va créer le mouvement du néo-protestantisme, parce que toutes ces églises sont des églises, c'est pas pour eux que ce sont des églises protestantes. C'est le mouvement du néo-protestantisme créé par la CIA pour maintenir l'Afrique dans le giron occidental. C'est de ça qu'il est question. Et quand on parle de ça, les gens pensent que l'église, c'est une affaire d'enfer et de paradis, mais ça, c'est pour les âmes faibles. Les âmes faibles, ceux qui connaissent. Vous savez un peu? Je vais vous dire quelque chose de fondamental. On gouverne les hommes de trois manières. Excusez-moi de vous montrer mes trois doigts. De trois manières. Allez-y, docteur Mobeke, allez-y. On gouverne les hommes soit par la raison, à travers la justice, la vérité et la vertu. C'est le modèle de gouvernement des sociétés de l'Afrique traditionnelle, la MAT. On gouverne les hommes soit par le désir de liberté, le désir de la consommation. C'est le modèle démocratique, néolibéral. Néolibéral, oui, tout à fait. Le gouvernement par le désir. On gouverne aussi les hommes par la peur. C'est le modèle ecclésiastique. Les religions. Est-ce que vous avez compris ça? Tout à fait. Or, le gouvernement par la peur n'est pas un gouvernement africain. Parce que la spiritualité africaine n'inspire pas la peur. La spiritualité africaine inspire la raison parce qu'elle est fondée sur l'observation de la nature. Elle est scientifique. Vous comprenez un peu? On gouverne donc par la raison, la science et la justice. Voilà le modèle de gouvernance des Africains. La gouvernance par le désir de l'égalité, le désir de la liberté, le désir de ceci, c'est le modèle judéo-maçonnique. Parce que ce n'est même pas le modèle occidental classique. C'est le modèle judéo-maçonnique, parce qu'il y a eu alliance entre les judéo-chrétiens et les maçons pour dominer le monde. C'est leur modèle. C'est eux qui vendent dans le vent de la démocratie. Et l'économie néolibérale, qui en réalité, où vous devez, c'est le désir, quoi. J'ai besoin de ceci, j'achète, j'ai besoin de ceci, ceci. On gouverne par le désir. Désir de liberté, désir de consommation, désir de ceci. On gouverne aussi par la peur à travers la notion d'enfer et de paradis. Le modèle ecclésiastique, les églises dites, comment dire, des croyances dites, des religions du livre, en réalité. Si vous avez compris ça, vous avez compris aussi les rapports de monde et comment dire, les rapports de domination dans lesquels nous sommes. Et pourquoi nous devons revenir à notre propre paradigme. C'est pour ça que lorsque les gens prennent la politique dictée par la ruse, n'est-ce pas, l'achat des consciences, ce n'est pas le modèle politique africain. Les Africains gouvernent par la raison, par la maths. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de, comment dire, de partis politiques. Comment il peut y avoir des partis? Est-ce qu'il y a un parti qui sera dans la justice, ou qui sera comment dire, dans l'injustice? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça qui justifie l'absence des partis politiques. Mais en prenant des modèles qui ne sont pas les nôtres, et prenez même le modèle de spiritualité, c'est fondé sur la connaissance, à savoir qu'en observant l'agriculture, la pratique de l'agriculture, l'homme déduit une spiritualité qui convient à ça. Comme la graine meurt et repousse, l'homme doit mourir et ressusciter. On développe une spiritualité d'ordre scientifique qui nous permet de penser notre rapport avec l'absolu. C'est pour ça que dans nos sociétés traditionnelles,
quand papa veut mourir, vous dit que je vais voyager, il n'est pas attristé par la mort. Il n'est pas hanté par le paradis, l'enfer. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous avons donc laissé notre modèle. Et quand je parle de conscience historique, c'est aussi exhumer ces modèles-là qui vont nous sortir de la tyrannie de l'Occident pour retrouver notre propre paradigme et structurer le monde tel que nous voyons le monde, tel que nos ancêtres voyaient le monde. Et construire notre modernité sur la base de ça. On en finirait même avec les coups d'État, les guerres civiles, tout ça. Donc, je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à votre question. Non, mais c'était parfait. Et c'est ce dont nous on parle tous les jours. Parce que je pense que quand on parle même de paradigme, on parle de conscience historique. Les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vraiment l'esprit très éveillé sur ces choses-là, pensent qu'on essaie de leur dire qu'il faut repartir au passé. Certains nous sortent des conneries du genre, on va porter des caches-sexes. Ils nous disent qu'aujourd'hui, mais vous parlez de conscience, repartir au passé. Il y a le téléphone aujourd'hui, il y a la 5G. On est dans... Voilà, allez-y, allez-y. Il faut demander à ces gens. En fait, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, c'est la manipulation. Tout à fait. Vous comprenez un peu? C'est de la manipulation, tout simplement. Donc, à leur avis, qui a inventé le vêtement? C'est le blanc qui a inventé le vêtement? C'est le blanc pour eux. C'est le blanc. Les Européens tirent les missiles aujourd'hui. C'est eux qui ont inventé la poudre à canon? Ils utilisent, ils naviguent dans toutes les mers du monde aujourd'hui. C'est eux qui ont inventé la boussole. La science est universelle. Mais ils ne l'ont pas compris. Mais les mathématiques sont nées en Afrique. Mais est-ce que les Chinois ne font pas les mathématiques? Les Européens ne font pas les mathématiques? La chimie est née en Afrique. Vous n'avez qu'à voir le nom. Chemistry. Les choses de chem. Les Arabes vont même ajouter le al. Alchemistry. Pour dire toujours les choses de chem. Mais qui veut dire noir. Les Américains ne font pas la chimie. Ils ont laissé que passer, c'est les Égyptiens qui ont inventé la chimie. En réalité, ça relève soit de la mauvaise foi, soit de l'ignorance. En réalité, ce n'est même pas... Oh, on ne peut même pas discuter de ça. Tout à fait. J'aimerais que vous invitez même un qui vient qu'on se confronte un peu. Qu'on discute un peu. Tout à fait. Et en réalité, excusez-moi le terme, mais c'est des inepties. Tout à Sans fait. vous mentir. C'est des inepties. De la diversion pure et simple. On n'a même pas le temps à perdre pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, dans cette conscience historique dont nous en avons besoin, c'est une clé, comme ce n'est pas une finalité, bien évidemment, comme oui. on a parlé, mais c'est un chemin par lequel il faudra passer pour se réapproprier nos cultures, nos histoires, notre territoire, parce que tout oui. Et par-dessus tout, guérir du double choc du système de la plantation, c'est-à-dire de l'esclavage et de la colonisation. Chasser de nos têtes le complexe d'infériorité, sachant que nous sommes les descendants des pharaons. On peut bâtir le monde en moins de 30 ans, devenir une puissance comme la Chine. Mais pour ça, il faut la conscience historique, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Donc, aujourd'hui, on a un peu énuméré ce qui nous bloque. Les connaissances des autres, les religions des autres, le savoir des autres. Ça veut dire qu'il faut créer un homme, un Africain nouveau. Oui. Et quels sont les outils qu'on a aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est battu. On est déjà battu sur ce terrain pour créer cet Africain nouveau. Pour créer cet Africain nouveau, je vous ai dit une chose, il faut décoloniser. C'est le premier chemin, il faut décoloniser. Pourquoi je dis décoloniser? Je vous ai dit que chez nous, les indépendances ont consisté à dire le blanc est parti, je prends la place du blanc. C'est-à-dire l'élite intellectuelle formée à l'école du blanc a pris la place du blanc en maintenant les mêmes systèmes de référence. C'est-à-dire les institutions qui ont été pensées pour dominer le nègre ad vitam aeternam sont encore en vigueur en Afrique. Il faut décoloniser tout ça. Et je vous dis que même l'école doit être décolonisée. Même l'école doit être décolonisée. Et je vais prendre un exemple concret pour vous dire pourquoi l'école doit être décolonisée.
Lorsque l'Égypte atteint le sommet, l'apogée de sa civilisation, ils se mettent à battre la monnaie, ils sont les premiers à battre la monnaie. Ils introduisent la monnaie en Europe, à travers la dynastie des Lydiennes, par le biais de leur colonie, la Phénicie, en Grèce. Les Grecs se mettent à faire du commerce. Avec l'introduction de la monnaie, ils s'enrichissent et c'est la naissance de l'aristocratie en Europe. Lorsque l'aristocratie naît, vous savez, quand quelqu'un a déjà l'argent, il devient arrogant. Il se met à contester l'establishment. Il renverse donc les dynasties qui étaient au pouvoir en Europe, notamment en Grèce, mais ils ne peuvent pas gouverner parce que toute leur vie, ils ont travaillé dans les champs. Ou alors ils ont fait un peu du commerce. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont financer le voyage de leurs enfants pour venir étudier en Égypte. Voilà comment les législateurs, selon Lucuche, Dracon, Lucrèce et autres, viendront étudier les codes de Salmitique et d'Amasis en Égypte pour constituer la base du droit, de la modernité, de la modernisation de l'État en Grèce. Voilà comment les philosophes viendront en Égypte, les mathématiciens, les scientifiques aussi viendront étudier en Égypte. Une fois qu'ils sont rentrés, ce sera, il y aura une période d'émulation dans la société, dans la cité athénienne. C'est ce qu'on va appeler l'âge d'or de la démocratie et de la réflexion dans les cités grecques, en réalité. Ça veut donc dire que quoi? Si les Égyptiens n'avaient pas introduit la monnaie en Europe, on ne parlerait même pas de Thalès, on ne parlerait même pas de Pythagore, on ne parlerait même pas de Socrate, on ne parlerait même... Et c'est les Égyptiens encore qui vont introduire le tout premier centre culturel de l'Europe, à travers l'oracle de Dodone, qui est une reprise de l'oracle d'Amon. Parce que c'est eux qui vont inventer l'écriture et le papier, le sport. Maintenant, donc, il a fallu que l'Europe efface tout ça pour dire que non, la Grèce a accédé à la connaissance par miracle. Ils vont donc inventer le mythe du miracle grec, notamment Ernest Renan, dans son point prié sur l'Acropole. Il va dire, la Grèce a accédé à la connaissance par miracle. Mais depuis que la Grèce a accédé à la connaissance par miracle, cite-moi encore notre pays qui a accédé à la connaissance par miracle. Donc les Grecs étaient les seuls miraculeux de la connaissance. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est comme ça qu'on construit la domination. Pourquoi il va le faire? Tout simplement parce qu'il va falloir à un certain moment donné justifier la domination des autres peuples. Ils vont donc arrêter de manière dogmatique que la raison naît avec la Grèce. L'histoire et la civilisation commencent avec la Grèce parce qu'ils ont accédé à la connaissance par miracle. Et c'est ce qui va constituer le substrat de toute la pensée coloniale. Et c'est avec ce postulat qu'on pense encore en Afrique jusqu'aujourd'hui. Quand on vous dit que vous n'avez pas de philosophie, mais c'est parce que vous n'avez pas la raison. Ernest Renan et Hegel ont conclu que la raison est née avec la Grèce. N'est-ce pas? Vous êtes des peuples non grecs, vous n'avez pas de raison. Et comment les gens sans raison peuvent avoir la philosophie? Quand vous dites que vous n'avez pas du droit, vous avez les coutumes, c'est parce que vous n'avez pas la raison. Le droit, c'est pour les gens qui ont la raison. Quand vous dites que vos arts, c'est les arts primitifs, c'est parce que vous n'avez pas la raison. Mais c'est avec ça qu'on pense encore l'Afrique aujourd'hui. D'où la notion de civilisé, de non civilisé. La notion de, de lettré, d'illettré, d'analphabète. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut donc décoloniser tout ça pour revenir à la connaissance dans ce qu'elle était, au fondement. Je fais encore notre parallélisme. Je ne sais pas si vous connaissez le discours de la méthode. Kant, bien évidemment. Non, Kant, c'est l'autonomie de la volonté et tout ce qui tourne autour de la moralité. L'action parfaite, c'est Descartes. Descartes, voilà. Descartes, le discours de la méthode. Le discours de la méthode. Quelque chose qu'on nous a bassiné au lycée matin, midi, soir. Ok. Savez-vous dans quelle ville Descartes a écrit le discours de la méthode? Ah, moi, je suis l'élève, je vous entends. Aux Pays-Bas. En Hollande. En Hollande, dans une ville, je crois qu'on appelle, c'est Leyde ou bien quoi là? J'oublie un peu comment on appelle exactement, mais ça commence avec L, c'est Laïd ou Leyde, un truc comme ça. Je ne parle pas néerlandais, hein, donc tu vas m'excuser. C'est dans cette ville-là qu'il va écrire le discours de la méthode. Savez-vous pourquoi c'est dans cette ville? Parce qu'au musée de cette ville se trouve un papyrus égyptien, le papyrus des fractions, l'œil d'Horus. Oh là 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 là.
Les gars, mettez des likes, parce que ce que le docteur Mobeke nous sort là, c'est du lourd, c'est du lourd. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est Kama qui s'exprime. Et quand il dit que quand vous prenez la réalité, il faut fractionner la réalité. Mais quel est le document qui a fractionné la réalité pour la première fois? Mais c'est l'œil d'Horus. Et ce papyrus est là-bas. C'est pour ça qu'il a écrit ce discours de la méthode là-bas. Même vous dites qu'aujourd'hui, il faut faire cartésien. Comme si comme si Descartes avait inventé. Merde. Faites cartes. Est-ce qu'on se comprend très bien? On se comprend très bien, docteur Mobeke. Je vous dis que s'il n'y avait pas eu le papyrus de l'œil d'Horus, qui est la base des fractions, il n'y aurait pas de discours de la méthode de Kant, de Descartes. Est-ce qu'on se comprend? Alors, vous serez donc cartésien par rapport à qui? À Descartes ou alors à l'œil d'Horus? Puisque les fractions sont nées là-bas, on sait que les fractions sont nées là-bas, il ne peut pas discuter ça. Descartes est dans cette ville, il visite un musée, il voit le document fractionné, il dit qu'il faut prendre la réalité, fractionner la réalité pour comprendre maintenant, recomposer. Mais c'est quoi l'œil d'Horus? Ouais, c'est... Je suis fatigué. J'ai donc pris ces exemples. Je peux aussi prendre l'exemple de Hegel. Comment, mais laissons. Non, mais Hegel, c'est pour parler de quoi? De son fameux mythe que le sphinx s'est jeté dans l'eau, je ne sais pas, du Nil. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'Hegel va vous dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Puisqu'il a déjà dit que Égypte a noyé le sphinx. Mais ça veut donc dire que notre système éducatif est fondé sur qui? Mais sur ces gens, Hegel, Renan, Descartes et autres. Mais c'est eux qu'on nous enseigne, non? Donc, quand je dis qu'il faut décoloniser, vous devez comprendre pourquoi je dis qu'il faut décoloniser, monsieur. Il faut donc décoloniser. Dépersonnaliser la connaissance et nous enseigner la connaissance. Un peu comme nous enseigne le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Or, nous savons que le papyrus de Ring, qui est conservé au British Museum, nous montre que le théorème existait 1500 ans avant la naissance de Thalès et de Pythagore. Mais eux, ils ont connu ce théorème parce qu'ils ont étudié en Égypte et ils ont traduit donc en grec. Ils se sont attribués la paternité. Il faut donc que les Africains reviennent à la source de la connaissance. C'est pour ça que chez Anta Diop vous dit, le berceau de notre civilisation, c'est l'Égypte et la Nubie. Si nous revenons à ces connaissances-là, nous prenons ce que la modernité a un peu apporté et ce que nous-mêmes nous allons y ajouter, nous bâtissons notre devenir en tant que peuple libre. On n'a pas besoin de parents. Donc, c'est de ces questions. Donc, il faut donc décoloniser. Je prends notre exemple. Excusez-moi, papa. Quand c'est la chose sérieuse, je suis obligé de bavarder. Allez-y, moi je vous écoute. On vous écoute tous ici. Et si vous avez des questions dans le chat, posez des questions. Prenons l'exemple des langues. Aujourd'hui, on nous dit vraiment vos langues maternelles là. D'abord, ce ne sont pas les langues. On vous dit c'est des langues vernaculaires, du latin vernaculum, c'est-à-dire la langue des esclaves, n'est-ce pas? Ou alors on vous dit c'est le patois. C'est le même système, comme on a fait avec les religions. C'est-à-dire avec la spiritualité, on a disqualifié, on disqualifie aussi vos propres langues. On vous dit que bon, dans le monde moderne, knowing English means being rich. Hein? Il faut tous qu'on parle anglais. On laisse mourir nos langues, on parle français, ça nous sert même en quoi. Mais vous oubliez une chose. Et pour comprendre cette chose, je vais vous prendre un exemple simple. Mon cher ami, rentrez chez vous. Vous partez avec votre oncle ou alors votre papa en brousse. Il va vous nommer chaque herbe que vous avez traversée. Il va vous nommer chaque arbre que vous allez croiser. Il va vous nommer les oiseaux qui s'envolent. Il va donner le nom à chaque chose. C'est parce qu'il peut donner le nom à chaque chose que lorsqu'il est malade, qu'il a mal au ventre, il peut entrer en brousse. Savoir que je dois prendre tel et tel, c'est soigner. Si vous abandonnez votre langue, vous ne pouvez même plus vous soigner. Vous serez obligé d'enrichir la Big Pharma, la pharmacie. Tout ce que vous avez comme problème, vous irez à la pharmacie. Donc, ça veut dire qu'en perdant nos langues, nous perdons le tout premier privilège de l'homme, qui est la base de la connaissance. Le privilège de nomenclateur, de donner le nom, du grec nomen kalatus. Donner le nom à chaque chose. Et nous perdons par là même le privilège de nous soigner et le privilège même de théoriser la connaissance dans nos propres langues.
nous perdons notre liberté définitivement. En réalité, c'est le génocide parfait. Je prends ces quelques exemples pour vous montrer quel est le travail à faire. En réalité, nous devons penser dans nos langues, faire la science. Non pas enseigner nos langues, hein. Faire les mathématiques. Tu fais les mathématiques dans ta propre langue maternelle. En réalité, c'est ça le chemin. Il faut décoloniser donc. C'est d'où l'urgence de la décolonisation. Et je dis ceux qui pensent que ce sont les bobards, ils doivent se rendre compte que lorsqu'on résume la vie actuelle à la recherche d'un travail, avoir un salaire, se marier, construire une maison, après, bon, on laisse nos enfants. Mais nous sommes tous des esclaves. Nous travaillons pour un système qui nous réduit, comment dire, à de simples objets en réalité. Il faut donc retrouver une certaine autonomie pour bâtir même nos propres nations, pour que nos matières premières ne soient plus envoyées en Occident de manière brute. Le bois, les minéraux, allez même au Gabon, ou au Cameroun, vous voyez seulement le train circuler avec les minéraux. Ça sort tous les jours, ça part au port. Mais vous demandez même tout ça, ça part où? Même vous dites que vous êtes pauvre. On pompe tout. Mais nos grands-parents, ils fabriquaient déjà des objets en paix dans ce pays. Mais je ne sais même pas s'il existe encore, comment dire, des gens qui sont capables de transformer du minerai, de passer du minerai au fer. Ça n'existe même plus. Alors qu'on le faisait à l'époque. Donc, c'est un peu ça. C'est de ça qu'il est question. Il faut décoloniser. C'est ça la solution. Et c'est cette décolonisation. En décolonisant maintenant, on va réapprendre par nous-mêmes. C'est ce que Cheikh Anta Diop va appeler la connaissance directe. La connaissance directe. Réapprendre par nous-mêmes. On se donne les moyens de la puissance et on avance. C'est le prix de notre liberté. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Voilà, voilà. Et j'espère que ceux qui nous suivent comprennent ces choses-là, parce que ce sont des choses qui sont importantes, ce sont des choses qui sont très profondes. Donc, quand nous sommes sur le terrain et que nous promotionnons et que nous parlons de ces choses matin, midi et soir, c'est parce que c'est le seul moyen d'avoir une forme de puissance et de s'affirmer. On ne peut pas s'affirmer dans le paradigme de l'autre. Dans le paradigme de l'autre, l'autre est le soleil, vous êtes des planètes, vous tournez, vous gravitez tout autour. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la Chine tourne encore autour de l'Occident? Mais ils ont créé leur propre soleil. Les Japonais ont créé leur propre soleil, les Coréens ont créé leur propre soleil. Il n'y a que les Africains et l'Amérique latine là, qui tournent autour de l'Occident comme les planètes tournent autour du soleil. C'est de ça qu'il est question. Redevenons notre propre soleil. On ne peut le faire qu'en décolonisant, en nous fondant sur une conscience historique, en fait. C'est ça. De manière simple. Et docteur Mobeke, hier, j'ai fait un live où moi je disais que, je ne sais pas si vous allez partager cette analyse, je disais que pour décoloniser nos esprits, il faudra à un moment se refermer. C'est-à-dire qu'il faudra couper l'école, il faudra couper les langues que nous parlons, qui ne sont pas nos langues, c'est les langues de l'oppresseur, de l'envahisseur. Il faudra couper les canaux médiatiques qui sont, où on va même dans nos villages, on retrouve des antennes de Canal+. Parce que tout ça, ce sont des instruments qui servent à cette domination, en fait. Est-ce que vous partagez cet avis? Certains disent qu'il faut aller en douceur, certains disent que non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Je pense que moi, personnellement, on ne pourra pas faire ce retour à cette conscience historique si on ne coupe pas tous ces instruments qui sont chez nous à Kama, qui nous mettent dans cette domination. Ok. Disons que ça, c'est la méthode brute. Et si on passe par cette méthode, je vais vous dire une chose. Si on passe par cette méthode... Je sais qu'on a parlé aussi des temples. Hein. Vous avez parlé des temples. Je sais que vous avez parlé des temples aussi. Oui, oui. Voilà. Je vous suis très bien. Si on passe par cette méthode, on va aboutir à une guerre frontale avec l'Occident. Si l'Afrique dit qu'aujourd'hui, on se fait, on ne commercialise plus, on ne fait plus de commerce avec qui que ce soit, l'Occident va nous faire la guerre. La probabilité mathématique pour qu'il nous fasse la guerre est de 100%. C'est-à-dire l'Afrique ferme ses frontières disant, bon, comme nous sommes pauvres, nous restons chez nous, on ne vous vend plus rien, nous on ne va pas mourir, puisque dans tous les temps, ce soyez avant que vous ne soyez là. Ces gars vont nous faire la guerre. Et ça se comprend très bien. Est-ce que c'est inévitable? Sérieusement. Ils vont nous faire la guerre, pas par méchanceté. Parce qu'ils veulent survivre. Mais comme le lion attrape la gazelle, est-ce que ce n'est pas méchanceté? Non, mais c'est parce que le lion a faim.
C'est parce que le lion a faim, oui. Oui. Quand vous voyez un peu tout le bordel que la France fait en Afrique, là, vous pensez que ce n'est pas méchanceté qu'ils le font? Ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est pour ça que, lorsque vous prenez par exemple les 3 derniers rapports du Parlement français, vous dit l'avenir de la France, c'est en Afrique. Mais quand ils écrivent ça comme ça, vous pensez que c'est un jeu? On prend ça à la légère. C'est une puissance européenne. Leur avenir n'est pas en Europe, mais leur avenir, c'est en Afrique. Mais c'est pour ça qu'ils introduisent les fous de Dieu partout, les djihadistes là. Vous savez, Dieu aussi a ses fous en Afrique. Il dit Allah Akbar, parce qu'il a pris quelques euros d'un français, mais il explose dans ta maison. Et maintenant, ils emploient donc leur armée sous le fallacieux motif de venir combattre ceux qu'ils ont mis sur le terrain pour déstabiliser. Ils vous occupent militairement, ils continuent à exploiter. Mais c'est un peu comme le lion tend l'embuscade à la gazelle, il attrape la gazelle, il mange la gazelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le temps en disant à la France de décoloniser. La France ne peut pas décoloniser. Il n'est même pas de son intérêt de décoloniser, ce serait un suicide. Il faut comprendre une chose. On ne le dit pas assez, mais nous sommes dans une guerre de civilisation frontale avec l'Occident. C'est ça la vérité. Et dans cette guerre, c'est à nous d'affûter nos armes. Mais il ne faut pas le faire de manière brusque. C'est pour ça qu'on a tué Kadhafi. Parce que Kadhafi a failli couper les ponts de manière brusque avec l'Occident. Or, il n'avait même pas les moyens de se défendre, il était encore pot de terre. Mais si la Chine dit qu'aujourd'hui, on ne vend plus à personne, qui va faire la guerre à la Chine? Personne. Parce qu'ils ont les moyens de se défendre. Maintenant donc, pour ce qui est de la méthode, il faut, une fois, décoloniser petit à petit, pan par pan, en créant des contre-structures, des contre-théories. C'est de ça qu'il est question. Hein? On ne combat pas une théorie avec le bavardage, non. Il faut créer une contre-théorie. On ne peut pas combattre les religions du livre en rappelant juste que non, en Égypte, non. Il faut créer des temples où les gens iront se recueillir. Ça va créer une concurrence. C'est la concurrence. Et comme nous sommes sur notre propre territoire, on va gagner. Il faut donc créer des contre-structures, des contre-théories, des pensées concurrentes pour qu'on sorte de la pensée unique. Mais il faut aussi exiger la réciprocité. Je vous prends un exemple. Entre la Turquie et la France a décidé de fermer un centre où on enseigne le turc. Et Erdogan ferme tous les lycées français en Turquie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reculé. C'est la même chose qu'on va faire. Même chez eux, on crée les temples kamites. Le temple kamite de Paris, le temple kamite de Bordeaux. Si nous sommes au pouvoir chez nous, ils ferment chez eux, on ferme les églises chez nous. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la réciprocité. Si on fait ces deux choses, on décolonise et on pratique la réciprocité, ces gens vont nous respecter. Et pendant ce temps, on cherche les moyens de puissance. Par exemple, l'Afrique peut avoir l'arme atomique sans que personne ne s'en doute. La meilleure manière d'avoir l'arme atomique, c'est quoi? Passer par le nucléaire civil. Vous savez pourquoi? Les déchets du nucléaire civil, c'est quoi? C'est le plutonium. Or, on fabrique l'arme nucléaire avec quoi? Vous savez du plutonium qu'on fabrique l'arme nucléaire? Toutes les puissances qui ont du nucléaire, qui produisent de l'énergie électrique à partir du nucléaire, sont des puissances nucléaires. Même le Japon, ils ont du plutonium. Aujourd'hui, ils décident de fabriquer l'arme nucléaire, ça ne prend même pas un mois. Ils auront l'arme nucléaire parce qu'ils ont la matière première qui est le plutonium, l'uranium enrichi. La même chose, si on veut fabriquer les missiles, on ne dit pas qu'on fabrique les missiles. Si on dit qu'on fabrique les missiles, ils vont nous mettre sous embargo, c'est-à-dire affamer le peuple. On dit, on va fabriquer les satellites, on va les envoyer là-bas, on va fabriquer les fusées. Mais c'est la même technologie. Une fois que tu sais fabriquer les fusées, tu sais fabriquer les missiles. C'est de ça qu'il est question. Donc on les aura par ruse. Ce n'est pas la ruse que les Chinois les ont eus. Donc c'est un peu ça. Donc je pense qu'il faut décoloniser. Il faut aller pas à pas. Il ne faut pas faire de manière brusque, sinon ils vont vous déclarer la guerre, ils vont foutre le bordel partout. Il faut dire le bordel partout, mais ce sera très grave. Mais une fois qu'on aura atteint la masse critique des consciences, les gens éveillés pour défendre les intérêts africains, la révolution se fera seule. Parce que ces gens, parmi cette masse-là, quelqu'un arrivera au pouvoir à gauche, à droite, et on va créer une confédération, on va créer des cercles de réflexion, on va mettre sur place des structures.
et les choses vont bouger. Je vais prendre un autre exemple, parlant de l'Église. Ceux qui pensent que l'Église est au service de Dieu. Entre le 7e et le 15e siècle, il y a eu mariage entre deux entités de nature contradictoire. Le mariage entre la loge P2, vous pouvez taper sur Google, hein, vous cherchez la loge P2, voilà, pour ceux qui nous suivent, et l'Opus Dei. Et c'est ce mariage-là qui nous a conduit à l'esclavage, hein? La loge, entre la loge, comment dire, le mariage entre la loge P2, Et l'Opus Dei. les maçonniques, et l'Opus Dei. C'est ce mariage-là qui va conduire à ce qu'on appelle l'empire judéo-maçonnique. Je voulais dire judéo-chrétien, mais je dis judéo-maçonnique, parce que dans la chrétienté, les maçons de la loge P2 ont pégondé avec l'Opus Dei. Mais les qui sont chargés de l'évangélisation en Afrique? Mais c'est l'Opus Dei. Est-ce que les Africains savent qu'il y a eu mariage de raison entre la loge P2 et l'Opus Dei pour les dominer? Mais il devient prêtre. Il continue le massacre que ce mariage a mis en place. Engendré. Engendré. Faites un peu la recherche dessus. Tapez loge P2, lisez un peu ce qui s'est fait et autres. Tapez Opus Dei et faites la recherche, vous allez voir ce que je suis en train de vous raconter. Et c'est ça qui va conduire à l'esclavage. C'est pour ça qu'on va vous dire que les francs-maçons et la chrétienté sont ceux qui ont réduit l'Afrique en esclavage, le système de plantation. Mais les qui sont aussi à l'origine de ce qu'on appelle la démocratie, c'est toujours eux, les francs-maçons, ils ont liquidé les nations. C'est eux qui seront à l'origine de la révolution bolchevique. Pour détruire la royauté. C'est eux qui vont financer même les révolutions françaises pour détruire l'État-nation. C'est-à-dire la nation, la royauté. Maintenant, mettre sur pied quoi? Le gouvernement par le désir, ce qu'on appelle la démocratie, le désir de liberté. Le gouvernement par le désir de consommation, l'économie néolibérale. C'est eux qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui structure le monde pour dominer le monde. C'est eux qui créent les écoles confessionnelles en Afrique. Les écoles confessionnelles que vous voyez en Afrique, c'est eux qui créent, c'est eux qui forment dans vos enfants. Bon, imaginez donc un enfant qui part à l'église, on insulte sa tradition, on dit que c'est la sorcellerie, il part à l'école, le prêtre qui l'enseigne même insulte encore sa tradition. Vous voulez qu'il grandisse comment? C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des choses qu'il faut comprendre. Et moi, si la raison pour laquelle j'ai tenu à réinviter le docteur Mobeke, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est parce qu'il y a de la connaissance. C'est des choses qu'on doit savoir. Donc non, allez-y, apparemment vous voulez dire quelque chose, docteur Mobeke, allez-y. C'était juste pour chuter, c'est ce que je disais. Le mariage entre la loge P2 et l'Opus Dei. Ce qui va donc faire que lorsque chaque nation, avant même l'Afrique, depuis Saint-Domingue, lorsque Saint-Domingue se révolte contre le système établi, ils vont rire. Ils vont dire, OK, vous êtes libre, n'est-ce pas? Mais on vous propose le concordat. Le concordat, c'est quoi? C'est le pacte signé entre Saint-Domingue, c'est-à-dire Haïti devenu indépendant, et l'Église. C'est-à-dire, ce qui est sorti par la porte va revenir par la fenêtre. Par la fenêtre. La loge P2, esclavagiste, et l'Opus Dei, esclavagiste, vont entrer par la fenêtre pour prendre en main la formation des jeunes haïtiens. Et on va donc envoyer qui en Haïti comme maître? Les Bretons, les prêtres bretons, les plus racistes de tous les prêtres. Les prêtres bretons. Mais c'est la même chose en Afrique. Ce qu'ils ont donc expérimenté en Haïti, à Saint-Domingue, ils vont donc venir l'appliquer en Afrique de manière absolue. C'est pour ça qu'aucune autre colonisation n'a réussi comme la colonisation en Afrique. Et pour voir jusqu'où ça a réussi, c'est que les Africains se battent pour les choses sur lesquelles ils ne comprennent même pas. Pour les religions, ils se battent, ils s'entretuent.
Je prends un exemple simple. Allez-y. Lorsque vous dites dites un peu à un de vos amis que vous étiez en ville, peut-être à Montréal, je ne sais quelle ville, à Ottawa, vous avez rencontré un Chinois qui s'appelle Jean-Marie. Mais il va vous dire que vous êtes devenu fou. Un Chinois s'appelle Jean-Marie. Voilà, racontez même que vous étiez à Paris, vous avez un ami japonais qui s'appelle peut-être André Leboeuf. Et vous dites un japonais s'appelle André Leboeuf. Ou alors s'appelle Bernard. Mais quand vous lui dites que vous avez rencontré un Africain qui s'appelle Carlos, ou alors Adam Smith, il va dire, oh, le monde est moderne, c'est la modernité. C'est pas ça que vous voyez un peu. Ouais. Docteur Moubeke, on a dans le chat quelqu'un, je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, qui dit « Je ne suis pas d'accord, la France ne tue pas l'Afrique pour survivre, mais par besoin de domination. L'Allemagne est premier en Europe et ne pille pas l'Afrique. » Ok. La France ne pille pas l'Afrique pour survivre. Commençons par là. On va prendre l'Allemagne après. Prenons d'abord, la France ne pille pas l'Afrique pour survivre. C'est ça, non? Mais par besoin de domination plutôt. Par besoin de domination. Pas pour survivre, c'est ce qu'il dit. On domine pourquoi? Pour le plaisir de dominer? Mais il ne se comprend même pas. Lorsque la France pille le pétrole du Gabon, c'est pour faire quoi? Lorsqu'il pille, la bauxite du Niger, c'est pour faire quoi? Lorsqu'il pille l'uranium, la bauxite de Guinée et l'uranium au Niger, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais il faut qu'on réfléchisse un peu. Qu'on parle d'argument contre argument. Le pétrole qu'il puise en Algérie, au Congo, et qui paye à vil prix, c'est pour alimenter le fonctionnement quotidien à travers les véhicules, les centrales thermiques et autres, pour ne pas être en concurrence et acheter au marché, c'est-à-dire au niveau du marché mondial, et payer le vrai prix, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer. Donc c'est pour survivre. C'est pour survivre. Lorsqu'ils pillent l'uranium du Niger, c'est pour avoir l'électricité. Vrai ou faux? Vrai. Et rappelons 90% de l'électricité en France, 90%, c'est l'uranium. Ça vient d'où? Du Niger. C'est pas pour survivre? C'est pour survivre. Et rappelons qu'en France, 2 ampoules sur 3 sont alimentées par le Niger. Lorsque ils pillent la bauxite, de la Guinée, c'est pour faire quoi? Hein? Ouais, ça m'amuse, hein, ça m'amuse. Allez-y, docteur, on vous écoute. Je ne sais pas jusqu'où. On passe à l'Allemagne. Si c'est un Africain qui le dit, là, je suis à terre. Si c'est un Européen qui le dit, il le dit par intérêt, parce qu'il bénéficie de ce système. Il faut le comprendre. C'est pour ça que vous allez voir les intellectuels de gauche ou de droite. Lorsque la France mène les guerres en Afrique, ils sont tous d'accord. C'est leur garde-manger. Est-ce que ça se comprend un peu? Si c'est un Africain qui le dit soit par ignorance, parce qu'il a été endoctriné et il a adhéré, comme le syndrome de Stockholm. Il a adhéré à la doctrine qui dit que la victime est son propre bourreau. Maintenant, il dit l'Allemagne est la première puissance d'Europe et ne pille personne. C'est ça, n'est-ce pas? Je sais ce que vous allez dire. Allez-y, allez-y. Oui, c'est ça, c'est ça. Qui a mis la Grèce à genoux? Qui a mis même la France elle-même à genoux? Qui contrôle la monnaie en Europe? La monnaie des autres peuples. La monnaie est fabriquée où? L'euro est fabriqué où? Qui répond à cette question? L'Allemagne a privé toutes les nations européennes de droit de battre la monnaie. C'est eux qui contrôlent la monnaie. Mais qui contrôle la monnaie contrôle l'économie. Comment voulez-vous qu'il soit le deuxième alors qu'il contrôle toute la monnaie de l'Europe? Est-ce qu'on se comprend un peu? On se comprend très bien. On se comprend très bien. On se comprend très bien. Et docteur Moubeke, il y a ceci, je ne sais pas. On parle un peu ici de démographie, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois. Laissez-moi un peu lire. Le temps, l'autre nom de Dieu.
Démographie, le dernier mot sera africain. Voilà. Ça, c'est une remarque très importante. Vous savez pourquoi? En 2050, un habitant sur 4 sur cette terre sera africain. En 2100, la moitié de l'humanité sera africaine. En 2100. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Et l'Afrique est un continent massif. Plus de 30 millions de kilomètres carrés. Ce continent, je vous prends seulement l'exemple d'un pays, la République démocratique du Congo. Plus de 2 400 000 kilomètres carrés. Ce pays à lui seul, c'est un pays continent. Prends la superficie de l'Espagne, la superficie du Portugal, la superficie de la France, la superficie de l'Italie, la superficie de l'Allemagne et la superficie de la Belgique. Tu peux même encore ajouter l'Angleterre. Est-ce que tu te rends compte? Imagine ce qui se passerait si les Congolais se libèrent dans leur tête, cessent de s'entretuer dans des guerres stupides, se définir comme peuple et contrôler leurs propres richesses pour bâtir leur pays. Mais la France viendrait demander de l'aide au Congo. Que donnez-nous un peu d'argent, on n'a pas d'argent chez nous, donnez-nous l'argent, on a besoin d'argent à Paris. Ce continent massif, donc, peut prendre la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, la Grande-Bretagne et encore de l'espace. Il n'y a pas de raison pour que l'Afrique ne domine pas le monde. La seule raison, c'est qu'ils nous ont sortis de la plantation et ils ont mis la plantation dans nos têtes. D'où la conscience historique. D'où la conscience historique. C'est de ça qu'il est question, mon frère. Et si on ne fait pas ce travail, en 2050, on sera un cas de l'humanité et rien ne va changer. En 2100, la moitié de l'humanité sera africaine. Peut-être on va contrôler nos richesses, mais rien ne va changer parce que dans notre tête, on pensera toujours que nous sommes pauvres. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est un continent appauvri et dominé. Les autres, même pour fabriquer la monnaie, ils ont besoin de notre bois. Pour avoir du papier pour fabriquer la monnaie. Pour fabriquer les pièces, ils ont besoin de nos minéraux. Mais comment nous sommes pauvres? Pour fabriquer les trains qui roulent, ils ont besoin de notre fer, du fer du mbalam, de la bauxite de tel. Pour avoir l'énergie, ils ont besoin de l'uranium. Pour faire rouler leurs voitures, ils ont besoin du pétrole. Ils n'ont rien de tout ça chez eux. Ils n'ont que la montagne et la neige. Ils ont quoi? Mais, comme ils ont colonisé notre système éducatif, on nous enseigne à l'université que nous sommes pauvres. Vous comprenez donc l'essence de la décolonisation. Il faut décoloniser, il faut une conscience historique. Une fois qu'on a libéré dans nos têtes, là, dans moins d'un siècle, les Français viendront demander de l'aide ici. D'abord, ils sont endettés. Ils viennent nous parler des dettes africaines. Je ris souvent quand je vois le petit plaisantin de Macron. Il m'amuse beaucoup. Vous savez pourquoi? Allez-y. Allez-y. Parce que c'est un plaisantin. Il se lève pour parler de la dette africaine. La dette, je prends le cas du Cameroun. La dette du Cameroun n'atteint pas 20% du produit intérieur brut. Or que la dette de la France, c'est plus de 130%. Ça veut dire que chaque Français a une dette au moins de 30 000 euros. Chaque Français individuellement. Si tu divises la dette de la France par le nombre d'habitants, plus de 2500 euros de dette. Non, pardon, plus de... Attends, c'est 2500 euros. 2500 milliards d'euros, je crois, de dette. Tu divises par le nombre d'habitants. Chaque Français a 30 000 euros de dette. La France est plus endettée que l'Afrique tout entière. Et il vient nous parler de dette. Vous savez pourquoi il nous parle de dette? Mais parce que nous ne sommes ni indépendants ni libres. Si on conquiert notre indépendance et notre liberté, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne viendront pas nous parler de dette. Prenons l'exemple de la Grèce. Lorsque la Grèce a connu les difficultés, qu'est-ce qu'on a fait? On a un peu liquidé l'économie de la Grèce comme on a fait dans les États d'Afrique. Mais la France a emprunté de l'argent pour la Covid. Plus de 60 milliards d'euros. Ils n'arrivent même pas, non, de 600 milliards d'euros. Ils n'arrivent même pas à rembourser. Tu vois les hommes politiques défiler dans les chaînes de télé pour dire que non, la Banque européenne doit racheter la dette à la France, elle ne pourra pas payer. Dans tous les cas, elle ne pourra pas payer. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais si c'était un autre pays, devait mettre ce pays sous ajustement structurel, comme mettre la France sous ajustement structurel. Le FMI devrait le faire. Hein?
Bien sûr. Je suis en train de vous montrer que les dés sont pipés. Même la compétition n'est pas sincère. C'est pour ça que vous allez voir que les gens comme les Chinois sont très intelligents. Les autres disent économie des marchés, ils disent OK, mais au capitalisme individuel sans issue, ils opposent le capitalisme d'État. Exactement. Maintenant, nos pays africains n'ont même pas fini de se construire. On prend les pauvres citoyens qui n'ont même encore rien. On dit que c'est la libre entreprise, ceci sera. Vous prenez comme quelqu'un comme Bolloré, il vient ramasser tous les ports de la côte africaine. Hein? Il devient le Bob Denard. Vous savez un peu Bob Denard avec les Comores. Oui, les Comores, le mercenaire. Mais c'est le nouveau Bob Denard. Il fait ce qu'il veut. Il enlève qui, met tel au pouvoir. C'est pathétique. Oh là là. C'est vraiment pathétique. Je regarde s'il y a des questions encore dans le chat, parce que je pense que là, on va vers la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux dire que la France prépossède son pourtant tuer l'Afrique comme l'Allemagne ou d'autres pays. Bon, je vais remettre quand même ça pour terminer. En fait, c'est Gemini qui a voulu s'expliquer. En fait, il dit que je veux dire que la France pourrait survivre sans pour autant tuer l'Afrique comme l'Allemagne ou d'autres pays. Voilà. Donc, si la France accepte d'abord, la France n'acceptera pas de survivre sans Afrique. Pourquoi? Depuis plus de 5 ans, chaque rapport dit que l'avenir de la France, c'est où? L'Afrique. Comment? Mais vous voulez qu'il vous parle encore comment? Sans Afrique, la France ne sera même pas la 20e puissance du monde. Ils vont tellement reculer que... Mais voilà les gens, d'abord, même travailler ne travaillent pas, ces gens ne travaillent pas. Ils passent le temps à gréver tout le temps. Ils chantent la liberté, les syndicats ont fait ceci. Ce n'est pas une économie qui fonctionne. Hein. Ils vivent à crédit, d'abord. Ils empruntent pour vivre. Malgré l'exploitation de l'Afrique, hein, ils sont encore obligés d'emprunter pour vivre. Imaginez donc qu'ils n'exploitaient pas l'Afrique. Vous imaginez un peu? Imaginez ce que... D'abord, c'est que la France va éclater même en 5 pays. Imaginez un peu ce que les gilets jaunes feraient de la France. Jérémy, mais c'est ça la réalité. Imaginez un peu la colère des ouvriers. Le patronat n'aura même pas où fuir. C'est donc pour échapper à la conjecture de la mort, à la conjoncture de la mort que la France est en Afrique. Échapper à la conjoncture de la mort. C'est pour ça que, si vous avez compris ça, vous ne vous attendez jamais à ce qu'ils partent. C'est aux Africains de se libérer. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Les Africains doivent se libérer d'eux-mêmes. La France ne va jamais décoloniser parce qu'il n'est même pas dans son intérêt. C'est son existence même qui est en jeu. Tout à fait. J'espère que les gens le comprennent. Et c'est ça qui a poussé la France à coloniser les autres pays. Pour échapper à la conjecture de la mort. Sur ça, il y a même un ouvrage dessus. Je vais vous renvoyer à l'ouvrage que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est le dernier ouvrage du professeur Fabien Kangué-Ouane. Le titre, c'est « Gestes colonisatrices et mystiques ésotériques judéo-chrétiennes ». La problématique essentielle de la décolonisation. Il fait la démonstration que l'Europe était obligée de coloniser les autres continents, sinon l'Europe devait disparaître. Que c'est pour échapper à la conjoncture de la mort que l'Europe a colonisé le reste du monde. Et c'est ça qui fait la fortune de l'Europe jusqu'à aujourd'hui. Ils puissent à gauche, à droite, et ils font leur fortune. C'est comme ça. Et lorsque quelqu'un soulève la tête, on affame son peuple. Regardez ce qu'on a fait du Venezuela. Ce qu'on a fait d'abord du Zimbabwe. Et ça pose aussi un autre problème, mon frère. Laissez-moi chuter par là. Le problème de nos modèles. Qui définit les modèles africains? Nelson Mandela est sorti de la prison. Il a refusé de faire la réforme agraire. On a fait de lui le héros. Parce qu'il a refusé. Parce qu'il a refusé. S'il avait fait la réforme agraire, personne ne parlerait de Nelson Mandela. Est-ce que vous le savez? Et Nelson Mandela est même sorti de prison. Et pour dire vrai, le régime de l'apartheid était déjà à terre. Vous savez ce qui va mettre le régime de l'apartheid à terre? Ce n'est même pas la lutte de l'ANC. Le régime de l'apartheid a commis une erreur, c'était d'occuper militairement l'Angola, où ils ont envoyé plus de la moitié de leurs effectifs.
Lorsque les troupes de Castro, les 50 000 soldats cubains, on les a battus en Angola. Même la Namibie qu'ils occupaient, ils n'avaient plus le moyen d'occuper la Namibie. Ils ont fait demi-tour, ils ont signé les accords. La Namibie et l'Angola sont devenus indépendants. C'est ça qui va mettre, c'est ce Castro qui a mis au régime de l'apartheid. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le coup de butoir de Fidel Castro, les 50 000 soldats cubains envoyés en Angola, armés par l'Union soviétique, ils ont balayé les troupes sud-africaines de l'Angola. C'est que le régime de l'apartheid devait encore durer même 10 décennies. C'est donc dans ce contexte d'affaiblissement général que le régime se met donc à négocier avec Mandela et Mandela recouvre donc sa liberté. À condition qu'on retire les armes nucléaires parce qu'aucune nation africaine ne doit être indépendante. Pourquoi on a retiré les armes nucléaires? Aujourd'hui, c'est la condition de l'indépendance des nations. Si vous n'avez pas d'armes nucléaires, vous n'êtes pas indépendant. La Libye est indépendante, non? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont colonisés actuellement. On nous a dit que c'est parce que c'était un dictateur qu'on l'a chassé, non? Bon, que la France envoie les missiles en Corée du Nord. Il y a un dictateur là-bas. Ils ne l'ont pas vu? C'est la condition de l'indépendance, c'est l'arme nucléaire. Et maintenant, l'arme de dissuasion. Prenons le cas du Zimbabwe et de Mugabe. Mugabe signe les accords de Lancaster House. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Où l'Angleterre, pendant l'accession à l'indépendance, accepte d'indemniser les colons quand il y aura la réforme agraire. Margaret Thatcher arrive au pouvoir, puis Tony Blair, ils disent que non, Lancaster House, ça ne compte plus. Mugabe a dit que vous vous trompez. Il a fait la réforme agraire. Comment on a traité Mugabe? Le plus grand dictateur d'Afrique. Le dictateur. S'il n'avait pas fait la réforme agraire, Mugabe aurait le même statut que Mandela. D'où la question. Non, qui consacre les héros de chez nous? Docteur Moubeke, quand tu dis le même statut de Mandela, il faut préciser, il serait aimé, adulé. Par l'Occident. Par l'Occident et par ricochet. Voilà. Et par ricochet par les Africains eux-mêmes. Mais tu vas voir les Africains qui vont te dire que Mugabe était un dictateur. Oui, par ricochet, par ignorance. Ouais. Donc, je vais te prendre le dernier exemple pour sortir. Je ne vais pas citer son nom, on ne cite pas les contemporains. Il y a une de nos jeunes consoeurs là, une Camerounaise qui vient d'être primée. Elle a reçu un prix en France là, parce qu'elle a écrit un roman. Vous savez pourquoi son roman a été primé? Je ne vais pas citer son nom. Je vois de qui tu parles. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a écrit contre la polygamie. L'asservissement des femmes par la polygamie. Mais c'est le discours qu'on doit attendre à l'Occident. Ça pose donc la question, qui définit nos modèles? Qui définit nos modèles? Vous comprenez quoi? En réalité, on doit décoloniser même notre espace public. Notre espace public est phagocyté. C'est pour ça que je vous ai dit que même notre admiration est comment dire, téléguidée. Les gens que nous admirons. On n'est pas libre. D'où la centralité du thème de la conscience historique. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à vous inviter et que vous veniez parler de ce thème. Parce que c'est important. Voilà. Je vous ai donc dit que la conscience historique n'est pas une finalité en soi. La conscience historique est au service de l'indépendance. Et l'indépendance de la nation, l'indépendance est réelle. Et l'indépendance est la condition de la liberté. C'est pour ça qu'on ne peut même pas parler de démocratie en Afrique. Vous comprenez un peu? Si oui, pour mettre quelques marionnettes au pouvoir, que l'Occident va manipuler comme il manipule depuis les indépendances. Un peuple qui n'est pas libre ne peut pas choisir. Un exemple simple, au Cameroun, tu as déjà vu le Parlement camerounais un jour se réunir pour dire qu'ils débattent sur la monnaie? Alors que c'est central, ce sont des sujets centraux pour les États. C'est le domaine par excellence de la souveraineté. Mais si... Vous comprenez pourquoi je parle de la conscience historique? En réalité, c'est pour éduquer la jeunesse. Dis à la jeunesse africaine qu'en réalité, au-delà des apparences, il y a une guerre sans limite contre l'Afrique ancestrale, contre l'Afrique aujourd'hui. Combien par la religion, combien par l'économie, combien par la politique, qu'on passe par le terrorisme, par l'aide au développement, par la démocratie, c'est la même guerre. Et le dernier moment de cette guerre, ce n'est même pas le terrorisme. Le terrorisme même, les Africains vont se battre. Il y a assez de garçons dans ce continent pour prendre les armes et se battre. Ils ne pourront pas éradiquer les Africains.
Même si tous ceux-là envahissent l'Afrique, ils ne pourront pas. Ce qui va donc, le dernier plan maintenant. Maintenant, vous entendez parler des saisies de cocaïne, non? Oui, en Côte d'Ivoire. Le peu que la religion a laissé, c'est-à-dire le peu de conscience libre que la religion, la boisson et autres ont laissé, c'est la drogue qui va venir finir avec ça. C'est le dernier segment. Vous pensez que c'est un hasard? On vous dit qu'en une semaine, on a saisi 12 tonnes de cocaïne par ici, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en ceci. Comme ils ont introduit le néo-protestantisme à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire les religions réveillées. Je vous ai dit que c'est la CIA qui a introduit les religions réveillées en Afrique pour maintenir l'Afrique dans le giron occidental. Le mouvement néo-protestant, c'est la CIA à la fin de la guerre froide. C'est pour ça que tous les fondateurs de ces religions sont les non-américains. Et le but était de prêcher le Christ aux Africains, même s'ils prêchent mal, pourvu qu'ils prêchent le Christ, que les Africains soient chrétiens. Mais les gens pensent que c'est une affaire de paradis et d'enfer. Oh, le pasteur est fort, il fait les miracles. Quel miracle? Eh oui. Voilà pourquoi moi, quand sur ma chaîne, je dis toujours aux gens qui me suivent, il faut avoir une connaissance un peu partout de tous les phénomènes. Ce n'est pas parce qu'on vit au Congo qu'on doit voir toutes les choses à travers le prisme, je sais pas, du Congo. Ce n'est pas parce qu'on est en France que tout doit être centralisé, que notre problème, c'est la France. Ce n'est pas parce qu'on vit aux États-Unis que non. Vous vous rendez compte que même quand on parle de CIA, toutes ces églises-là qui pilulent. Le mouvement néo-protestant, c'est la CIA. La CIA. Voilà. Et si vous êtes juste dans un pays où vous pensez que c'est par exemple la France, c'est le... Non, il faut voir globalement. Je vous ai pris l'exemple de l'Opus Dei, le mariage entre l'Opus Dei et la loge P2 de la franc-maçonnerie, qui va conduire à l'esclavage, à la colonisation et à ce qu'on appelle le néolibéralisme aujourd'hui. Hein? Ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. C'est eux qui sont à l'origine du nouvel ordre mondial. Mais c'est un seul pays en Afrique où il n'y a pas l'Opus Dei. Mais quand l'Opus Dei, là, les prêtres là viennent prêcher, vous pensez qu'ils ne prêchent pas? Mais c'est à travers le concordat imposé à nos États à l'accession à l'indépendance qui continuent à prêcher. Et vous avez dans les Africains qui ont fait carrière dedans, qui pensent que les petits miefs qu'ils ont sont au-dessus du devenir des continents. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Docteur Moubeke, il y a un frère dans le chat qui demande le livre que vous avez cité là, tout à l'heure. Là. Oui. J'ai dit, le titre c'est Geste colonisatrice. Geste. Est-ce que vous pouvez me l'écrire dans le chat privé, comme ça je vais l'afficher, dans le chat privé ici? Comme je parle, je ne peux pas écrire en même temps, mais je parlais doucement pour qu'ils prennent. Ok. J'ai dit la geste colonisatrice. Geste, ça signifie épopée. Quand on dit le geste, c'est autre chose. La geste, c'est autre chose. La geste, ça signifie l'épopée. La geste, ok. Je vais voilà, c'est geste colonisatrice et mystique ésotérique judéo-chrétienne. Geste colonisatrice et mystique ésotérique judéo-chrétienne. Ésotérique. Judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne. 2 points. La problématique essentielle de la décolonisation. La problématique essentielle. Hein? Oui. La problématique essentielle de la décolonisation. Geste colonisatrice et mystique ésotérique judéo-chrétienne. 2 points. La problématique essentielle de la décolonisation. L'ouvrage est de Fabien Kangé Ewane. À la fin de l'émission, je vais filmer l'ouvrage et je vais t'envoyer par WhatsApp. Ok, Fabien, ok. Fabien, parce que je l'ai. Ok. Je vais essayer d'afficher ça. Attendez. Juste une Fabien Kangé Ewane. Pour la parenthèse, le professeur Fabien Kangé Ewane, c'est un prélat. Il a fait sa thèse au Vatican, sur le Concile Vatican II. D'accord? Le professeur Fabien Kangé Ewane est un prélat qui a fait sa thèse sur le Vatican, notamment au Vatican. Le thème, c'était le Concile Vatican II, l'Église d'Afrique dans le Concile Vatican II. Mais après sa thèse, il a démissionné de l'Église. Je ne sais pas ce qu'il a découvert, mais il a démissionné. Et c'est lui qui va fonder le département d'égyptologie à l'Université de Yaoundé 1.
OK. OK. Donc, Docteur Mobeke, je pense qu'on est arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a encore des points peut-être que vous voulez soulever pour vraiment nous faire comprendre l'importance de cette conscience historique qu'on doit retrouver? J'ai dit qu'il n'y a pas de peuple sans conscience historique. D'accord? Bon, on va me retorquer que mais nous sommes dans la mondialisation, le village planétaire. Mais il y a un boss. Il y a des boss. N'est-ce pas? Mais qui est le chef des villages? C'est le village planétaire, n'est-ce pas? Qui est donc le chef de ce village planétaire? C'est notre soleil, c'est-à-dire l'Occident. Les Africains doivent... En Afrique, on doit devenir notre propre centre, devenir notre propre soleil. On doit cesser de graviter autour de l'Occident. C'est ce que la Chine a fait. C'est ce que l'Inde a fait. C'est ce que la Corée a fait. C'est ce que le Brésil même a fait. C'est ce que la Russie a fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que les Africains qui acceptent l'esclavage. Mais je ne pense pas que nous acceptons l'esclavage. C'est parce que les têtes ont été lessivées. Il faut donc revenir à ce qu'on est, en tant qu'Africain. Pour cela, il faut décoloniser tout le paradigme colonial. N'est-ce pas? Et exiger le respect et la réciprocité. Mais on ne peut pas nous respecter maintenant parce que nous sommes encore colonisés. D'accord? Comment voulez-vous qu'on respecte quelqu'un qui a abandonné, comment dire, la spiritualité de ses parents pour adopter la spiritualité d'un autre peuple? Quelqu'un qui a abandonné même son propre nom pour porter le nom de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a abandonné sa propre langue. Vous-même, vous respecterez quelqu'un comme ça? On n'inspire pas le respect. Ce n'est pas la conscience historique, en redevenant africain, on va inspirer le respect. On va donc se donner les moyens de puissance. N'est-ce pas? C'est la condition pour garantir notre indépendance. Et lorsque nous serons indépendants, nous pourrons donc parler de liberté. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de liberté. C'est pour ça que vous voyez les Noirs partout où ils sont. Qui sont aux États-Unis, on met le pied au cou jusqu'à ce qu'on tue. Pourquoi on ne fait pas ça aux Chinois? Pourquoi on ne fait pas ça à d'autres peuples? Que ce soit en France, on arrête, on prend le bâton, on envoie dans les fesses. Le truc de matraque, là, on envoie dans les fesses. Mais parce que c'est un Noir. Pourquoi on ne fait pas ça aux autres peuples? Nous n'avons pas la conscience historique. Et la conscience historique, c'est la condition de notre indépendance. Et lorsque nous serons indépendants, pour parfaire cette indépendance, il nous faut l'arme nucléaire, c'est-à-dire les moyens militaires pour nous défendre. Et pour cela, on passera par le nucléaire civil. Et lorsqu'on pourra se défendre, maintenant on pourra parler de liberté. Je ne parle pas de développement. Parce que c'est avec ça qu'ils nous embrigadent. Pays en voie de développement, pays émergents, démocratie. Je vous rappelle qu'il s'agit là des fables avec lesquelles on embrouille l'élite négro-africaine comme ça depuis 6 décennies. Chaque nation se développe. C'est un peu comme un bébé qui naît. C'est un peu comme si tu promettais un bébé qui naît, qui va grandir. Mais il est dans son ADN qui va grandir. Il est dans l'ADN de chaque peuple de se développer. C'est son destin, il va grandir. Alors, non, c'est de ça qu'il est question. C'est le prix de notre liberté, la conscience historique. Donc, je peux chuter par là. C'était pour vous dire qu'on ne dissèque pas sur la conscience historique, parce qu'il faut disséquer sur la conscience historique. Donc, je pense que je peux chuter. Voilà, donc, docteur Mobeke, ce fut encore un plaisir, pour une seconde fois, de t'avoir reçu ici. N'oubliez pas, docteur Mobeke est déjà venu sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu sa première intervention, allez sur ma chaîne YouTube. Il est passé, je pense, il y a 1 mois. Et là-bas aussi, il donne des informations qui sont capitales. Donc, il faut aller voir son passage pour la première fois. Et je peux encore repréciser ici, ça ne sera pas la dernière fois parce qu'il reviendra. On reviendra parler des religions. Des religions. Ouais, j'ai bouclé mes recherches. Et je peux déjà vous mettre la puce à l'oreille que le titre sera « Dieu est né à Kama ». Dieu est né en Afrique. Donc il reviendra. Pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, je le répète encore, c'est bien de me mettre des likes sur Facebook,
Mais mettez-moi des likes sur YouTube, sur ma chaîne. Tapez Yengue Yengue TV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous ne faites que me suivre sur Facebook, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Là-bas. Donc, Docteur Moubeke, ce fut un plaisir. Merci encore de nous avoir arrosé de savoir et d'avoir fait comprendre les enjeux, les clés, comme je l'avais dit au début, malgré qu'il n'y avait pas le son. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à Kama Central, à Douala. Bonne soirée, mon frère. Nous allons œuvrer pour l'éveil des consciences. C'est pour ça que nous sommes là. Merci. À la prochaine, et je vous enverrai l'élément, comme d'habitude. D'accord. Je vais vous envoyer le livre, je vais photocopier et vous envoie. Très bien. Comme ça, si je le passerai aux frères. Je le passerai aux frères. D'accord. Là, vous pouvez me mettre sur votre Facebook. Ouais. OK. Évidemment, attendez, ceux qui, je sais pas, ceux qui connaissent pas mon Facebook, là, est-ce que j'ai le truc ici? Ceux qui connaissent pas mon Facebook, je vais jouer ça rapidement, c'est 2 secondes. Voilà. Voilà, donc c'est comme je l'avais annoncé hier que on devrait passer un bon moment. Comme moi, je l'ai toujours dit, les frères, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un savant, je ne suis pas ceci. J'ai des connaissances, je partage. Et que quand je peux avoir des frères et qui peuvent venir, je les invite. Et moi, j'aime ceux qui viennent de Kama, ceux qui sont à Kama. C'est pour faire comprendre aussi à ceux qui sont à l'extérieur que Kama a bien des frères et des sœurs qui sont déjà dans cette mouvance-là. Et que le mouvement ne se passe pas qu'aux États-Unis. Le mouvement ne se passe pas que, je sais pas, en Irlande, en France. Il est aussi à Kama. À Kama, il y a des gens qui parlent. Voilà, et qui sont dans cette optique-là. Et comme j'ai toujours dit, moi, ma chaîne, quand j'invite des frères, surtout si ce sont des experts, des docteurs, c'est pour qu'ils viennent trancher les débats. Voilà, donc je remercie tout le monde, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont suivi ce live. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez retenu quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ceux qui découvrent ma chaîne, abonnez-vous. Donc, je vous remercie. On se